Charlie Kirk vient de se faire assassiner à 31. Et peu importe ce que vous pensez de ses idées politiques, d'ailleurs j'avais moi-même de nombreux désaccords avec lui, ce que je peux vous dire c'est que ça révèle quelque chose de vraiment important au sujet de la performance humaine. Bienvenue dans Système, le podcast où je vais décortiquer les habitudes, les routines, les systèmes des top performers. Après l'assassinat de Charlie Kirk, les réseaux se sont enflammés. On a vu passer des extraits de podcasts, des extraits de réels dans tous les sens, dont des réels où on avait des citations de Charlie Kirk qui étaient absolument sorties de leur contexte. Par exemple, on l'entendait dire que il fallait lapider les homosexuels alors qu'en fait il était en train de citer la Bible. On l'entend aussi par exemple dire que si c'était un pilote noir qui conduisait un avion, alors il aurait moins confiance. Et alors on se rend compte que c'est quelque chose d'extrêmement décontextualisé et que si on a la citation en entière, bah évidemment ça fait beaucoup plus de sens. Le premier point donc de cet épisode, c'est de dire que si vous faites manipuler pour ça, vous comme moi, j'imagine même pas ce que ça peut être pour tout le reste. Il va donc falloir muscler notre esprit critique. L'esprit critique, c'est pas simplement pour les autres, c'est aussi pour nous. C'est-à-dire qu'il va falloir muscler notre réflexion de sorte à ce qu'un extrait d'un réel de 15 secondes ne puisse pas nous faire monter émotionnellement sur nos grands chevaux et que notre premier réflexe, ça doit devenir où est le contexte. Est-ce qu'il y a vraiment un contexte à ces citations? Mais ça, c'est pas le vrai sujet d'aujourd'hui. Le vrai sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est le némésis. C'est l'adversité, c'est l'opposition. Charlie Kirk, qu'on l'aime ou pas, c'était quelqu'un qui était extrêmement brillant par sa manière de mener un débat et par sa manière de mener l'opposition. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui forçait ses adversaires à affûter leurs opinions, leur manière de s'expliquer, à clarifier leurs pensées. On pense par exemple à la très célèbre What is a Woman, où il forçait des personnes très idéologisées, qu'on aime ou qu'on n'aime pas encore une fois, c'est pas le sujet, à définir exactement ce qu'est être qu'une femme, sur la thématique du genre ou du non-genre. Et quand les réseaux sociaux se sont enflammés en disant que c'était génial, qu'il était plus là, ça m'a fait un peu penser d'ailleurs à la mort de Jean-Marie Le Pen, où certaines personnes ont sabré le champagne sur la place de la République, ce que personnellement j'ai trouvé absolument horrifiant, même en ne partageant pas les idées de Jean-Marie Le Pen. La réalité, c'est que maintenant qu'il n'est plus là, bah, en fait, on a perdu quelque chose d'absolument essentiel qui va manquer au débat public. L'idée que je veux donc vous transmettre aujourd'hui, c'est que l'opposition, qu'elle soit la plus brillante possible, vous permet de vous élever et même de vous sublimer. L'absence d'opposition, à l'inverse, tue progressivement les discours divergents et aligne en fait tout le monde sur un même narratif sans qu'il y ait une possible mesure de créer d'autres narratifs. J'ai prévu que cet épisode fasse à peu près 3 grandes parties avec un outil concret que je vais vous décortiquer, c'est l'outil du double parfait que vous avez peut-être déjà entendu quelque part, qui permet en fait qui met en lumière le fait que, imaginez que vous avez, un némésis qui est absolument parfait, un double de vous, et ben en fait, du coup on va réfléchir à ce sujet, à ce système. Première partie les amis, je veux partir d'un constat très simple. Est-ce que Batman serait Batman sans le Joker? Est-ce que Sangoku serait Sangoku sans Vegeta? Est-ce que Naruto serait Naruto sans Sasuke? Désolé pour ceux qui n'ont pas consommé ces mangas, désolé pour vous évidemment, parce que vous savez que je suis très friand d'animé et même globalement de manga. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est le Joker dans Batman qui révèle le génie tactique de Batman et même plus, c'est lui qui révèle son génie tactique, sa force, physique, mais aussi son niveau d'intelligence et ses moteurs de motivation. C'est grâce au Joker qu'on se rend compte que Batman n'est pas forcément un chevalier blanc et au contraire est un chevalier noir. Et ça veut dire donc qu'il révèle donc qu'il faut combattre le mal, mais aussi que combattre le mal n'est pas forcément une affaire de pureté, de bien. Et j'ajoute même que si je tisse la métaphore de Batman, que en fait c'est grâce à cet adversaire qui est absolument imprévisible puisqu'il est par défaut, par définition, fou, que Batman va développer sa capacité d'adaptation, sa préparation qui est quasi, obsessionnelle, son ingéniosité à développer des nouveaux outils et même son intelligence stratégique de comment est-ce qu'il va réussir à finalement battre le Joker. C'est exactement la même chose qu'avec, Naruto Sasuke, pour ceux à qui ça parle. Naruto sans Sasuke, ça devient un ninja qui fait des blagues, qui est très brillant, qui a beaucoup d'énergie. C'est cette rivalité avec cet adversaire, ce némésis, son égal, son opposé, qui va pousser Naruto notamment à dépasser ses limites pour devenir, in fine, je vous spoil un petit peu, mais en gros le chef du village. Et c'est exactement toujours la même chose. Lex Luthor et Superman, en fait, tous ces personnages avec des fortes oppositions, des forts antagonistes qui sont vraiment des beaux antagonistes. Et d'ailleurs, dans la culture populaire,
C'est ce qu'on aime, les vrais antagonistes. J'imagine que vous avez tous en tête un film, une histoire ou peu importe, quelque chose où en fait le méchant, c'est pas un vrai méchant, c'est pas un bon méchant et au contraire, quand les méchants sont vraiment des super méchants et ben, en fait, on jubile, on adore ça et donc mon parti pris sur cet épisode, c'est de dire que peu importe que vous soyez convaincu par les idées de Charlie Kirk ou non et ben, en fait, cette adversité qui va nous permettre par l'échange, par, la rhétorique, par, du coup, la parole dans ce cas présent, de se sublimer, de devenir encore meilleur. C'est par l'affrontement qu'on va être capable d'affiner nos idées, nos préceptes, nos croyances, ce qu'on croit vraiment profondément et si, en fait, on n'a pas d'opposition, bah, on peut pas développer ce truc-là. Donc la première loi, c'est la loi du némésis. Déjà, première question qu'on va pouvoir se poser ensemble, c'est qu'est-ce que c'est qu'une bonne opposition? Bah, la bonne opposition, c'est déjà quelqu'un qui va vous respecter. Qui va vous respecter parce qu'elle va jouer franc jeu, c'est-à-dire qu'elle va se battre à plein régime, sans en laisser sous le pied. Elle va se battre avec tout ce qu'elle a, il a. C'est quelqu'un qui va vous connaître assez pour savoir où viser, où ça fait mal. Et il faut quelqu'un qui soit assez fort pour que le battre soit un synonyme d'un réel accomplissement. Que vous soyez fier, que vous sentiez que vous avez accompli quelque chose si vous arrivez à le battre. Inversement, si la victoire contre cet individu, cet adversaire n'est pas vraiment une belle victoire, alors on peut se dire que peut-être que l'adversaire n'était pas assez puissant par rapport à votre niveau de jeu actuel. Pour vous donner un exemple que ça soit très concret, actuellement on a un adversaire, un concurrent dans ma boîte actuelle et le patron de cette boîte-là a dit, si je le cite: hem: «On a éliminé X, Y, Z, concurrent, il me reste plus que la tête de X à couper» et vous savez quoi? La plupart des personnes auraient été, énervées, auraient été peut-être déçues, auraient été peut-être atterrées sur ce commentaire. Moi, c'est exactement ce qui me donne 3 fois plus d'énergie, 3 fois plus, comme si j'avais bu, 4 Red Bull et ça me donne un niveau de motivation, un niveau de rage qui est absolument inépuisable et c'est dans ces moments-là que je sais que je suis capable de me sublimer, d'être encore plus fort hem, que ce que je l'aurais été, tout seul. Là-dessus, il faut nuancer. Là, il y a la newsletter il y a 2 semaines, d'ailleurs, je vous recommande de vous abonner parce que je développe un peu des conseils un peu contre-intuitifs et des choses que je peux pas forcément développer dans ces formats longs, comme ça. En plus, je le documente, je vous mets les liens des études scientifiques et cetera. C'est assez cool, j'ai des très, très bons retours sur la newsletter, donc si ça vous intéresse, envoyez-moi, je sais pas, NL, en commentaire de cet épisode sur Spotify et puis je vous enverrai le lien pour vous abonner. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que il faut pas se comparer aux autres, c'est pas le sujet de la comparaison, c'est le sujet de l'adversité, qui sont 2 notions, 2 concepts qui me semblent être assez différents quand même. Hem, Ce que je disais il y a 2 semaines dans la newsletter, c'est qu'il faut se comparer à soi-même et être capable d'atteindre le pourcentage le plus élevé que de ce que toi tu peux atteindre. Dans le concept d'adversité, c'est qu'il faut avoir un adversaire qui soit à peu près du même niveau. C'est-à-dire que si demain je me compare au champion du monde de CrossFit, c'est pas vraiment un adversaire parce qu'on sait de facto qu'il va me battre. Par contre, si je me compare à quelqu'un qui a à peu près le même niveau, un niveau à peu près similaire au mien, bah, dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus intéressant. Si demain je lance une boîte de logiciels et que je me compare à de logiciels de musique et je me compare à Spotify, a priori, enfin, c'est cool d'avoir, une vision très long terme, mais je suis pas vraiment un adversaire parce qu'il est vraiment trop en avance. Si je me compare à une boîte qui est à peu près similaire, idem, ça a du sens. Bref, maintenant que j'ai reclarifié ce truc-là, la deuxième idée, c'est que dans de nombreux cas, il va être plus rentable pour vous de ne pas regarder la concurrence plutôt que de la regarder. C'est pas rentable pour vous, notamment quand vous êtes vraiment en avance sur les autres. Se comparer à la concurrence, c'est rester dans le même paradigme. C'est dire, bah, telle personne a fait tel prix, donc je vais faire un peu moins cher pour attirer plus de clients. Si vous êtes vraiment, en avance de phase par rapport à la concurrence, a priori, c'est à vous de tracer votre route et de tracer la voie, en fait. Et peut-être que les autres concurrents vont, eux, vous voir comme un adversaire auquel il faut se battre. Aujourd'hui, ce message de mon concurrent, ça alimente mon niveau de motivation pour être sûr et certain que je vais l'étendre et c'est déjà le cas. Mais par contre, c'est pas ça qui va dicter mes décisions, mes choix et mon orientation stratégique pour ma boîte sur les, 2-3 prochains mois. Et c'est ça aussi, je je pense qu'il faut repréciser. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que plus j'enterre les concurrents et plus je suis content. Parce que ça montre que du coup, la stratégie, elle accomplit, ce pourquoi je l'ai bâtie. Ce que je peux vous dire aussi en troisième sous-partie, c'est que ce que je note, c'est que pour les équipes, ça a un avantage absolument éloquent de avoir quelqu'un contre qui se battre. Se battre pour une vision
pour emmener un bateau quelque part, pour emmener un navire, un équipage sur, une destination, c'est super cool. En revanche, je note d'expérience que le niveau, d'implication des membres, des effectifs, des équipes est bien supérieur quand on a un ennemi qui est nommé. On n'est plus à se battre pour, on est à se battre en équipe contre. Et quand on se bat contre, d'expérience, je note que les gens, en ayant un adversaire commun, une cible commune, arrivent à mieux se motiver, s'allier et donc, performer. Ça, c'est intéressant aussi pour comprendre un peu comment vous pouvez peut-être motiver les équipes qui sont autour de vous. Ce que je peux donc vous recommander, c'est de créer un adversaire, même si c'est un adversaire un peu factice, ça peut valoir le coup d'établir une sorte de némésis. Et on en reparlera juste après. La deuxième grande partie, le deuxième grand principe de cet épisode, c'est que l'adversité, ça va révéler votre vraie nature. Et dans ce cas-là, je vais vous raconter une histoire un peu personnelle. Dans une de mes boîtes précédentes, j'avais un manager. Bon, c'est une personne, du coup, l'histoire elle est un peu complexe parce que c'est une personne que j'avais cooptée, donc parrainée, il y a, je pense, 2 ou 3 ans auparavant. J'avais fait venir dans la boîte. Je suis parti de la boîte, je suis revenu un petit peu après. Et donc, c'est cette personne-là, que j'aime beaucoup, qui est un pote à moi, qui me manageait. Et en fait, cette personne-là, on a toujours été un peu en rapport de coq, un peu à qui a la plus grosse. Dans la position, je suis quelqu'un je pense, assez coachable. C'est-à-dire que je prenais tous ces feedbacks, tous ces axes d'amélioration, et cetera. Mais peu importe, je pense que notre caractère faisait qu'il y avait un peu une sorte de concurrence un petit peu non dite entre nous. Et en fait, je pense une quinzaine, vingtaine de personnes de la boîte s'est inscrit au marathon de Paris. J'y étais inscrit et moi j'y allais à l'époque, c'était sur mon arc running, j'y allais en mode un peu tranquille, sans vouloir faire de la performance, en y allant en me disant bon bah je vais courir à peu près à la même vitesse que mon marathon, c'est juste pour expérimenter un petit peu la distance, pas trop d'entraînement et puis, j'y vais. Et en fait, j'ai su que cette personne-là était inscrite. Et pour, le contexte, c'est toujours une personne qui me disait que moi j'avais des gros muscles, mais par contre je savais pas courir, ou j'avais des gros muscles, mais j'avais une petite bite, ou, enfin voilà, toujours en faisant des blagues, en charriant beaucoup. Alors moi ça me dérange pas, mais c'était quand même assez insistant en disant, «Bon bah voilà, moi j'ai des gros muscles et je suis comme ça» et cetera et cetera. Toujours un peu rabaissant, sur le fond. Je pense que au fond, c'était pas quelque chose qui était méchant, mais à force, sachant que dans mon enfance, j'ai un peu souffert de ce truc-là, de dire, bah, j'ai débourré, je suis un petit peu dodu et cetera et cetera. Je pense que ça a appuyé sur des trucs où j'avais quelques insécurités de mon côté. Et donc en fait, quand j'ai su que lui participait et qu'il s'entraînait pour me battre, ça a déclenché un truc en moi et je suis passé d'un mode où je voulais vraiment participer juste pour la forme et juste kiffer et me marrer, à un mode où en fait, j'étais plus en mode: «Je vais finir le semi». Je suis passé à un mode où je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour battre cette personne. Et pourquoi ça fonctionnait bien? C'est qu'en fait, je savais qu'on avait à peu près plus ou moins les mêmes temps. C'est-à-dire que s'il m'avait mis une demi heure au marathon, évidemment que j'aurais même pas pris le combat parce que je savais que par défaut, j'aurais perdu. On n'est pas sur Rocky Balboa où on peut faire des miracles. Ce qu'on doit faire en sport comme au business, c'est répéter le plus possible ce qu'on est capable de faire à l'entraînement. Et ça, je l'ai compris assez récemment. C'est-à-dire, imaginons qu'on soit à 100% à l'entraînement. L'objectif, c'est d'être capable de reproduire un 100% le jour de la compétition, peut-être un 105%, mais on fera jamais un 150%. Ça, c'est juste un fantasme. Ça, c'est Dragon Ball Z. Ça n'existe pas. J'arrête de digresser, mais tout ça pour dire que, en fait, le fait de vouloir prendre une sorte de revanche ou en tout cas, de ouais, de vouloir, battre cette personne-là, ça m'a donné un fuel, une motivation absolument inépuisable. C'était à une période où en fait, c'était dur pour moi de me lever le matin, je me sentais fatigué et cetera et en fait, à partir du moment où j'ai défini cette némésis, je n'avais absolument plus eu besoin de motivation pour me lever le matin. Je me levais, limite, j'étais hyper réveillé et je me levais le matin, j'allais courir sur le tapis de course à Fitness Park, ce qui était pas quand même incroyable, c'était sur la période en plus d'hiver et ça m'a demandé absolument aucune motivation. Il y avait plus aucune négociation interne de: «Bon allez, 10 minutes au lit, allez j'attends encore, ah putain il fait froid, il pleut, nin». En fait, il y avait plus tous ces sujets-là. J'avais le réveil qui sonnait et hop, je sautais et c'était OK, quoi. Et évidemment, je vous spoil la fin, mais le jour même de la course, ça me donnait aussi une volonté d'aller chercher ce fameux 105%, en tout cas le plus possible et c'est ce que j'ai réussi à faire et le point positif bonus, c'est que j'ai surtout réussi à faire le max que moi j'étais capable de faire. C'est-à-dire que j'ai eu une performance qui était vraiment satisfaisante. C'est-à-dire que j'étais hyper content de ce que moi j'avais fait. J'avais réussi à respecter parfaitement mon game plan, ce qui m'a permis de faire un très bon temps à mon échelle et en plus de ça de le battre. Mais finalement, oui, j'étais ultra content de le battre,
Mais je crois que même si je l'avais pas battu à ce moment-là, j'aurais été ultra content de moi-même parce que j'aurais été au max de max de max de ce que moi je pouvais faire. Et je pense que c'est ça en fait la réalité de ce qu'on doit faire. Le troisième principe, c'est donc qu'en fait, on doit rechercher activement cette adversité, cette opposition. La plupart des gens fuient ces adversités. La plupart des gens vont chercher le confort, l'unanimité, les espaces un peu safe, sécurisés, où tout le monde pense comme eux. Et c'est fatigant en fait, d'avoir des potes, qui pensent pas comme nous. Et je pense qu'il faut avoir des potes qui pensent pas comme nous, mais qui sont aussi capables d'écouter. C'est ça le plus important. Et c'est aussi pour ça que j'en parlais encore il y a quelques jours. Moi, je suis assez triste de voir que et de constater qu'au fur et à mesure du temps, je me rapproche plus de potes qui ont un peu les mêmes avis que moi, parce que je trouve qu'il y a certains côtés de la politique, donc de côté, j'entends là droite-gauche, dans certains côtés, en fait, il y a beaucoup moins de capacité d'écoute et il y a beaucoup plus d'insultes faciles comme fasciste, par exemple. Et ça, je trouve que ça me fait de la peine parce que je crois que, je dirais pas qu'il y a des bonnes idées partout, mais je crois que ça vaut le coup d'écouter un peu à droite à gauche ce qui se passe. Euh, au minimum d'écouter, de faire des convictions. Et en fait, en écoutant, ça nous permet aussi d'affiner nos propres convictions personnelles qui sont pas forcément aiguisées sur tous les sujets. Je vous donne un exemple. Je suis pas vraiment certain de ce que je devrais voter sur le sujet de l'hôpital, par exemple. N'ayant jamais eu enfin en tout cas pas récemment eu des visites sur l'hôpital, et je touche du bois pour que ce soit le cas dans le long terme. Voilà, il y a des sujets où je suis pas hyper expert et c'est OK. Mais du coup, en parlant avec des gens de notre entourage, en ayant des adversaires et des gens qui sont pas dans le consensus forcément, ça nous permet d'affûter ces pensées-là. Donc, vous voulez progresser en sport, vous voulez progresser en entrepreneuriat, vous voulez progresser sur vos idées, sur votre manière de débattre, d'argumenter, sur votre éloquence, eh ben, je vous invite du coup à trouver un adversaire, ou en tout cas à aller chercher de l'adversité. Et c'est là, du coup, qu'intervient le framework, l'outil que je veux vous partager pour cet épisode de la semaine. Cet outil, c'est le double parfait. Alors, je dois faire quand même une dédicace au Raptor, du coup. On aime ou on n'aime pas le personnage. Moi, son podcast, par certaines saisons, m'a fait quand même pas mal marrer. Et donc, je me dois de le mentionner, puisque c'est là où j'ai entendu ce concept-là pour la première fois. C'est le concept du double parfait, du Némésis. Et je vous explique du coup comment ça fonctionne. Vous allez créer un modèle mental où vous allez avoir un double de vous qui est absolument parfait. Il prend les meilleures décisions systématiquement. Il n'a pas besoin de motivation, il n'a pas de sentiment. Il décide tout le temps de ce qu'il faut faire de la meilleure manière. Il est capable de prendre toutes les opportunités que vous allez rater. Il est capable d'anticiper tous les problèmes que vous allez subir. Il a la discipline que vous avez manqué d'avoir régulièrement. C'est vraiment le meilleur double de vous. C'est un Pierre-Emmanuel qui est absolument parfait dans un multivers, dans un monde parallèle. Imaginez que voilà, ce Pierre-Emmanuel, il existe quelque part dans un univers parallèle où tout est possible. Et donc, c'est vous avec vos capacités actuelles, mais sans vos limitations mentales, d'agenda ou quoi que ce soit. Et quand vous allez avoir une hésitation dans votre vie, des questionnements que vous allez vous poser, une hésitation pour aller au sport, des choses comme ça, vous allez poser la question de: «Qu'est-ce que mon double parfait ferait?» Et peut-être que c'est pas d'aller au sport, peut-être que votre double parfait, en fait, au vu de votre niveau de fatigue, il va préférer de rester dormir et c'est OK. Mais par contre, vous allez vous poser la question: «Qu'est-ce que, dans la même situation, avec les mêmes paramètres, mon double parfait ferait?» Quelle est la décision que mon double parfait prendrait? Exemple concret, il est 6 heures du matin, vous avez votre réveil qui sonne, vous avez prévu d'aller courir, il pleut, vous avez pas envie. La question normale, c'est: «Bon allez, est-ce que je prendrais pas 10 minutes de plus pour me reposer un peu plus? J'irai ce soir, il fait froid de toute façon, ce soir il fera beau, nanana». Vous allez vous raconter certains narratifs du coup. Et la question que vous allez vous poser, c'est: qu'est-ce que votre double, parfait ferait dans, le moment présent? Et la réponse immédiate, a priori, dans la plupart des cas, c'est: il mettrait ses baskets. Parce que vous le savez, je l'ai dit déjà plusieurs fois dans plusieurs épisodes, à partir du moment où vous mettez vos baskets, enfin, je connais personne qui a mis ses baskets et qui est parti courir. Peut-être une ou deux personnes qui, je sais, m'ont déjà fait des retours, mais la plupart du temps, vous mettez vos baskets, vous allez courir. Pourquoi? Parce que ce double parfait, il sait pas ce que c'est la motivation. Et notamment, il sait que la motivation, c'est du bullshit. C'est cool la motivation, pour certains moments, ça va vous permettre de vous mettre en mouvement. Et d'ailleurs, très bon épisode sur très bon, je me lance des fleurs, mais bon épisode sur le sujet de la dopamine et de la motivation, du focus. J'ai fait 2 épisodes là-dessus et ils ont été un peu en mode banger. C'est des épisodes qui ont été très, très, très appréciés de votre côté. Donc, je vous invite à les consommer. Et si jamais vous les retrouvez pas, je vous envoie le lien, vous mettez en commentaire sur nos amis Spotify. En tout cas, ce double parfait, il se pose pas la question de est-ce qu'il a envie ou pas. Il se pose pas la question de est-ce qu'il a la motivation ou pas.
il a la discipline parfaite, donc bah, il le fait et plutôt que de se dire: «Peut-être que ce soir j'irai» et ben, en fait, il le fait le matin et point final. Est-ce que enfin, j'ai un projet hyper important à faire, est-ce que d'abord je fais du scrolling sur LinkedIn et ensuite je me mets à le faire? Ou est-ce que je fais l'inverse? Bah, évidemment, je fais l'inverse. Donc, bah, qu'est-ce que ferait mon double parfait? Et bien, en fait, il ferait d'abord le projet et ensuite il se mettrait sur LinkedIn. Et donc, le plus puissant dans tout ça, c'est que par rapport au concept de l'adversité dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bah, le sujet, c'est plus tant de trouver un adversaire externe, d'accord? Vous pouvez en trouver régulièrement, mais c'est pas vraiment le sujet. C'est que cet adversaire qui est votre double parfait, votre némésis, eh ben, en fait, il a les mêmes caractéristiques que vous. Donc, euh, par ce modèle mental, vous allez être capable d'avoir un réel adversaire. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne comparez pas, à Usain Bolt si vous vous mettez à courir. Parce que là, ça serait, vraiment pas pertinent, pas cohérent. Vous vous comparez à quelqu'un qui a exactement les mêmes caractéristiques que vous et c'est là, je trouve, que c'est le plus intéressant et pour conclure cet épisode, si je prends un petit peu de hauteur, regardez tous les grands de ce monde. Tous les bâtisseurs, tous les personnes qui ont innové, qui ont été, transformatifs pour le monde, ils avaient tous des némésis qui les ont élevés. Alors, ça peut prendre plusieurs caractéristiques, les némésis, ça peut être, dans l'enfance et cetera, mais si on regarde, Steve Jobs, il avait, Bill Gates. Si je regarde, Federer, il avait Nadal et probablement que Federer et Nadal n'auraient jamais été Federer et Nadal si dans ce timing, de l'histoire du monde, il n'y avait pas eu ces 2 génies du tennis qui s'étaient tirés vers le haut chacun. Si on regarde, Steve Jobs et Bill Gates, pendant des décennies, c'est des personnes qui se sont poussées mutuellement vers l'excellence. Pourquoi? Parce que Jobs, il avait, l'obsession, à vraiment poussée à l'extrême du design, alors que Gates, il avait plutôt le côté vision, démocratisation des technologies et je pense que l'un n'existerait pas sans l'autre. Pareil, si on prend des vraiment des exemples d'entreprises, on a, Burger King, McDonald's, Coca, Pepsi, Apple, Samsung et il faut se dire que c'est la concurrence qui va les aider à innover, à se développer et à mieux servir du coup l'utilisateur final. C'est pour ça aussi et je pense qu'il faudra qu'on en fasse un vrai épisode, c'est que la concurrence, c'est trop bien, c'est trop bien. On se dit: «Ouais, capitaliste» et cetera. Si vous avez des oreilles éduquées et que vous êtes arrivé à ce niveau de l'épisode, vous savez que du coup, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est beaucoup plus intéressant que ça. Mais la concurrence, c'est stylé et donc c'est ce qui tire les innovations et la performance et du coup, à quel point le end user, c'est-à-dire vous et moi, le client final est servi, c'est la concurrence. C'est pour ça que je suis vraiment anti-public. Je pense que l'État devrait réduire un maximum son poids dans l'économie parce que l'État n'a par définition pas de concurrence. On voit SNCF, puisque SNCF a encore pour le moment, encore quelques années, n'a pas de concurrence, eh ben en fait, on est pris en otage dès qu'il y a une grève, puisqu'il y a un monopole d'État. Les seules grosses machines d'État, des boîtes qui ont été créées par l'État ou en tout cas, où l'État a des trop grandes parts, ou en tout cas il y a des sujets de connivence du board vers les ministres et la politique, et ben, c'est des sujets où il y a des boîtes qui n'ont pas de concurrence. Un Free qui rentre dans le marché des téléphonies, ben, en fait, ça casse le marché parce que ça ajoute de la concurrence dans des gros mastodontes qui étaient de connivence avec les politiques. Tout ça pour dire qu'en conclusion, la concurrence, c'est de la balle, ayez des némésis, ayez de l'adversité, et c'est là où vous allez vous sublimer. Et donc la conclusion, c'est de dire que vos ennemis vous définissent autant que vos alliés. Si vous n'avez que des gens qui vous disent oui, que des gens qui vont dans le consensus, qui vous approuvent, qui vous disent que vous êtes le meilleur et cetera, qui vous challenge jamais, bah, vous allez stagner. Vous allez vous ramollir, vous allez perdre votre tranchant, le fait que j'allais dire sharp du coup en anglais, je vais encore me faire tailler dans les commentaires parce que je fais des anglicismes, mais et du coup, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on parle de Charlie Kirk finalement, au démarrage de l'épisode? Bah, en fait, c'est simplement que quand j'ai vu le raz-de-marée de joie que dans les commentaires de certains réels, même des réels qui ont posté, des choses, absolument terrifiantes, disant que c'était, en fait, de sa faute, que c'était bien fait et que à la limite, il l'avait bien cherché parce qu'il était, créateur de violence. Bah, à ces gens-là, je leur dis que en fait, vous avez pas le bon raisonnement. Parce que il y a fort à parier que si, on fait éteindre toutes les personnes qui sont dans l'opposition à vous, même si c'est des positions assez extrêmes, assez violentes, bah, en fait, vous-même, vous allez devenir un peu terne. C'est par, le fait de s'opposer à des personnes-là, si vous êtes, de gauche, que le fait de vous opposer à des Charlie Kirk, si vous n'avez pas de bons adversaires, de grands adversaires, bah, en fait, vous allez être juste, un peu nul, quoi. Donc, moi, ça m'a vraiment attristé parce que,
c'est une personne qui avait simplement des débats dans des universités. Alors je comprends que certains éléments de langage puissent être vus comme quelque chose d'assez violent. Néanmoins, aujourd'hui, à part des mots qui peuvent être violents et en effet, bah, il y avait pas de choses factuelles et concrètes. Et si vous n'êtes pas capable de supporter l'impact de certains mots, bah, je pense que j'ai essayé de choisir mes mots parce que je veux vraiment que ma pensée soit la plus propre et claire possible, mais j'ai tendance à penser que si vous êtes pas capable de vous immuniser contre certains mots et si vous n'êtes pas capable de mettre de côté, de neutraliser certains sentiments et de déclencher des sentiments d'une telle violence que vous passez à l'action, considérant certains mots, bah, je pense que vous avez un gros effort de développement personnel à faire personnellement. Et donc pour conclure, vous devez chercher une némésis, vous devez chercher des adversaires, vous devez chercher de l'adversité qui est à peu près alignée par rapport à votre situation de développement actuelle. Et donc même plus radicalement, vous devez devenir votre propre némésis, avec ce fameux modèle du double parfait. En deuxième conclusion, du coup, j'en ai pas parlé dans cet épisode-là parce que c'était pas forcément l'objet, mais je pense qu'il y a un sujet d'esprit critique à vraiment développer, de pas foncer dans le piège de trouver des citations. Et d'ailleurs, je pourrais vous mettre en lien d'une vidéo qui m'a vraiment profondément choqué parce que je me suis rendu compte que toutes les citations qu'on reprochait du coup à cette personne, elles étaient complètement tronquées et vraiment sorties de leur contexte, hein, jusqu'au moment où même il est en train de citer quelque chose et on lui reproche la citation. Enfin, je trouve ça absolument lunaire. Bref, il y a plein de cas d'usage comme ça qui ont été complètement décontextualisés et je me suis dit: «Si moi je me fais piéger dans ce truc-là, probablement que je me fais piéger en fait tous les jours par les médias» et c'est absolument terrifiant. C'est pour ça aussi, personnellement que je me suis éloigné depuis un petit moment, de la consommation, médiatique, des grandes chaînes de télévision et j'essaie de me forger mon avis personnel, parce qu'en fait, il y a que ça de vrai quoi, tout simplement. Donc adversité, c'est cool, la concurrence, c'est cool et puis, le fait de se tirer vers le haut par le fait d'avoir un double négatif, d'un double parfait, c'est très cool. 2, l'esprit critique, c'est hyper important. Je pense qu'on en aura jamais assez. Et 3, ce que je vous invite à faire, c'est d'être quand même le plus factuel possible. En argumentant, en débattant avec certains de mes connaissances, de mes amis, de mes proches, je me suis rendu compte que ce qu'on reprochait à Charlie Kirk aujourd'hui, c'était quelque chose de très théorique, de très, de grandes idées et pour le coup, je peux complètement comprendre ces idées-là, pas de problème. Je vous donne un exemple, c'était quelqu'un qui était vu comme, fasciste. C'était quelqu'un qui était, vu comme très violent, qui était homophobe, qui était, sexiste et cetera et cetera. Et en fait, à partir du moment où j'ai demandé du contexte, des éléments de discours précis, factuels, bah, en fait, les personnes en face n'étaient pas vraiment capables de me donner des citations. Alors, je comprends qu'on puisse dire: «C'est l'idée de», c'est sous-entendu. Mais à partir du moment où une personne ne dit pas fondamentalement les choses, bah, je pense qu'il faut quand même prendre avec des pincettes les intentions qu'on lui prête. C'est comme, ce film dont j'ai perdu le nom, où en fait on est capable de prédire le futur et on arrêtait les criminels avant même, qu'ils aient fait les crimes. Je pense qu'il faut faire attention à pas tomber dans des extrémités de la sorte, et ne pas prêter des intentions à des gens, alors que peut-être ils ne les ont pas. C'est comme, vous vous rappelez, peut-être en littérature, le fait de surinterpréter certaines œuvres des auteurs. C'est cool parce qu'évidemment, on peut l'interpréter, de plein de manières différentes et donner un contexte historique pour interpréter des choses. Néanmoins, je pense qu'il faut pas surinterpréter et peut-être, faire attention à encore une fois, à l'interprétation qu'on peut donner, à des œuvres. Nous, par exemple, pour que ce soit très concret et pour, conclure l'épisode, mais je pourrais faire encore des épisodes sur ça, pendant des heures et des heures. Don Juan était longtemps vu comme une œuvre romantique où Don Juan était un quelqu'un qui s'opposait à Dieu et cetera. Je sais pas si vous vous rappelez le l'histoire, c'est pas le sujet. Mais en fait, ça c'était une lecture, romantique du XVIIIe siècle qui a été calquée sur l'œuvre de Don Juan, qui a été écrit, grosso modo 2 siècles avant. Et en fait, c'est la lecture a posteriori de ce truc-là qui donne qu'on prête ou non des intentions à Don Juan. Mais c'est pas la lecture qui est de l'auteur quand il l'a écrite. Et c'est ça qui pose un vrai sujet aujourd'hui, c'est que on fait une lecture de certains éléments et on peut parler par exemple, encore une fois, du patriarcat, de l'organisation de la famille, dans les années 50. On fait une lecture, de ces éléments, d'il y a, 70-80 ans maintenant, avec notre œil d'aujourd'hui et c'est là où il faut être, hyper, il faut avoir de l'esprit critique parce que notre lecture, notre grille de lecture d'aujourd'hui, peut-être nos connaissances, nos savoirs et puis notre manière d'organiser la vie, les choses, et nos systèmes politiques et familiaux sont pas les mêmes que ce que c'était il y a 80 ans et c'est difficile de savoir un peu, bah, ce que pensent
ces personnes-là, à l'époque. Et exemple, encore très concret, une de mes connaissances m'a dit: «Mais tu te rends pas compte, les Américains, ce qu'ils ressentent en ce moment, et c'est pour ça que c'est extrêmement violent». Ben en fait, toi comme moi, on n'est pas américain. On n'est pas assez américain pour savoir ce que les Américains pensent. La réalité, c'est que Trump, elle a été élu. Donc, a priori, alors je partage pas du tout les idées de Trump pour le coup, mais par contre, c'est qu'il y a une réalité, du vote qui a été, réelle quoi, qui a été factuelle, et ça dit quelque chose. Je dis pas que ça dit un truc de bien ou de mal, mais par contre, ça dit quelque chose. Donc encore une fois, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est comme quand Alexandre Astier dit, pour le mariage pour tous, il dit: «Bah, moi je suis pas assez homosexuel pour savoir si c'est important pour les homosexuels ou non». Bah, en fait, c'est exactement pareil. Je suis pas assez américain pour savoir si, c'est quelque chose d'extrêmement violent ou pas. Je suis pas assez américain pour savoir si effectivement là, les Américains sont et puis, bon, dire les États-Uniens, c'est quand même, globalement assez compliqué parce qu'il y a plein de voix diverses et variées. C'est compliqué de prendre les mots, à la place d'eux. Évidemment, je peux faire ça des exemples, divers et variés, Israël-Palestine en ce moment, les Palestiniens pensent que, alors qu'en fait, on ne sait pas ce qu'est la réalité, de la du pays aujourd'hui. Donc, je pense que encore une fois, il faut développer notre esprit critique, être le plus factuel possible, le plus rationnel possible, parce qu'en fait, c'est des enjeux qui sont tellement complexes que, en conclusion, je pense qu'il faut, peut-être des fois, être un peu plus réservé, peut-être un petit peu moins extrême, peut-être mieux écouter les gens autour de nous, et ça nous fera tous du bien. J'en profite de la fin de cet épisode pour vous dire que en ce moment, je suis en train de bosser sur un sujet, un contenu qui est absolument colossal. J'ai décortiqué 7 systèmes de personnes qui sont ultra, ultra stylés. Je parle de, par exemple, Cody Sanchez, Alex Hormozy, Naval Ravikant, Léonard de Vinci, et cetera. En fait, ce que j'appelle des bâtisseurs qui ont, des systèmes d'organisation personnelle et de croyances qui sont très, très, très intéressants. Brian Johnson, Andrew Huberman, enfin voilà, des personnes comme ça, qui sont vraiment très intéressants à documenter. J'en ai fait 7 contenus, 7 emails en fait que je vais vous envoyer au fur et à mesure. Et ça, c'est quasiment prêt. Chaque personne a à peu près 40 minutes de lecture, tellement j'ai tout décortiqué dans le détail du détail, à la fois sur le côté business, pro, perso, système d'organisation personnelle et morning routine. Je suis vraiment allé dans le détail du détail du détail. Si c'est des contenus qui vous intéressent, mettez-moi peut-être le mot bâtisseur, mettons quelque chose comme ça, en commentaire de cet épisode. Et puis moi, je vous enverrai le contenu du coup, et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Je pense que c'est un contenu qui a une valeur absolument colossale, absolument immense. Donc si ça vous intéresse, je vous le mets juste en lien dans les commentaires que vous allez mettre dans l'épisode. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était PE. Ciao.